Le film que nous vous présentons est conservé soigneusement dans les archives familiales du peintre Roger Eblings, l'un des deux cinéastes encore en vie. Ce remarquable document tient du reportage et déjà de l'archéologie industrielle. Mieux que des discours, le ton du commentaire, le texte, l'illustration sonore originale du film nous replonge dans l'ambiance euphorique de la fin des années 50. Sur ce plateau du Heysel, la Belgique avait donné rendez-vous aux nations des 5 continents. Et l'exposition universelle de Bruxelles 1958 allait naître. Une construction audacieuse et inédite en serait le durable ornement, l'Atomium. Il n'y a qu'un seul film sur la construction de l'Atomium, c'est celui que nous avons réalisé. Mais c'est une idée à moi. Et comme mon ami Salut faisait du cinéma, lui, depuis très longtemps, n'est-ce pas? Bon, je lui ai demandé si ça l'intéressait. Elle était d'accord tout de suite, et puis c'est comme ça qu'on a réalisé le film. Mais alors, comme tout le monde savait que l'Atomium allait se construire, que ça allait être circulaire, vous avez dû vous bousculer, là, vous avez dû être nombreux à filmer ça. Non, parce que nous avions une exclusivité. Monsieur Waterkane nous avait donné une exclusivité. Atomium. Un ingénieur, André Waterkane, avait créé le mot en concevant la chose. Les ingénieurs, comme les poètes, ont ce double pouvoir d'invention. La naissance de l'atomium commence comme celle de l'arbre, par un trou dans la terre. Mais quel trou et quel enracinement! Une centaine de pieux de béton, plongeant à 17,50 mètres de profondeur, et par-dessus, une énorme dalle circulaire. Elle supportera le tube central. Voilà, ça c'est la base du tube central. Là, vous voyez très nettement, d'après les ouvriers qui travaillent, le diamètre, ça correspond exactement au tube. C'est là-dessus que tout va se monter. Ce tube sera fixé par l'intermédiaire de très longs boulons d'ancrage qui seront noyés dans la masse de béton. Et vous consacriez vos journées uniquement au tournage du film? Ça dépend. Quelquefois on allait très souvent, et quelquefois on restait peut-être 15 jours sans y aller, s'il n'y avait rien de spécial. Et puis, voilà, on a vu mettre le premier tronçon du mât central. Mais on n'a pas filmé la pose de tous les tronçons. Ça ne ferait aucun intérêt. Hein. Ça, c'est comme les sphères latérales aussi. Si on en montre si on montre la construction d'une sphère, c'est pas la peine de montrer. Voilà, c'est pas la peine de montrer les autres. Le tronçon de base du tube central est la première pièce métallique à être mise en place. C'est dans ce tube central de 3,30 mètres de diamètre que coulissera l'ascenseur le plus rapide d'Europe. Il reliera la sphère de base à la sphère supérieure à la vitesse de 5 mètres par seconde. C'est dans les ateliers que s'effectue pour l'instant la plus grande partie du travail. Ici, on cintre des tôles de 12 mm d'épaisseur. La machine est aussi précise que puissante, mais pour l'ouvrier scrupuleux, 2 précautions valent mieux qu'une. Autre vérification, celle de la verticalité de la colonne centrale qui maintenant va pousser à vue d'œil comme un gigantesque bambou. Que la colonne soit rigoureusement verticale, fort bien. Mais résistera-t-elle aux pressions formidables qu'elle devra subir? Les calculs des ingénieurs disent oui, et l'on sait que les mathématiques ne trompent pas. Mais la matière a ses caprices. Une faille ici ou là et le merveilleux édifice s'écroulerait comme château de cartes. M. Waterkane a donné toutes les données techniques, mon ami Terroigne, qui a, avec les données techniques, fait un commentaire. Édouard Terroigne, qui est d'origine namuroise. C'est un ami qui était écrivain, parce que malheureusement il est décédé il y a déjà quelques années. La première sphère prend forme. Ces grands arcs de son ossature pèsent chacun quelques 3 tonnes. Et ils sont 12. Chaque sphère aura 18 mètres de diamètre et recèlera dans ses flancs 2 étages et une cave, 2 étages de 200 mètres carrés chacun. Avec un peu d'imagination, on pourra s'y croire dans un véhicule interplanétaire.
Contrairement à ses 8 sœurs, cette sphère, cependant, qui est la sphère de base, ne sera pas aérienne. Accrochée au mât central, elle reposera, un peu comme l'œuf de Colomb, sur le toit d'un pavillon circulaire qui sera le hall d'accueil des futurs visiteurs de l'Atomium. Lorsqu'on exerce un effort connu qui met ses arcs sous tension, les contraintes du métal sont mesurées au moyen d'appareils électriques. On pose les planchers métalliques préfabriqués des 2 étages de la sphère inférieure. On soude, on rive, on boulonne. L'art du montage est une longue patience. Comme nous avons une exclusivité, je me suis demandé si vraiment nous étions les seuls à venir tourner. Parce qu'on aurait pu venir tourner pendant que nous n'étions pas là. Alors j'ai monté par l'échelle centrale, je suis arrivé en haut, et j'ai demandé aux ouvriers si ils avaient déjà vu des caméramans ou s'ils avaient déjà vu des personnes qui étaient montées là en haut. Ils sont tous mis à rire. Je me suis dit, ça y est, je suis au moins le 20e ou le 30e. Mais non, ils m'ont dit, jamais personne qui vient ici en haut. C'était un peu haut. C'était une expédition, en effet. Bon, il fallait, en montant dans le tube, il fallait arrêter de temps en temps et s'accrocher pour se reposer. Ce tronçon du mât central, qui pèse la bagatelle de 6 tonnes, va s'élever tranquillement comme s'il échappait à la loi de la pesanteur. Attention cependant, qu'il n'aille point dans son ascension heurter la sphère de base, la colonne elle-même. Les treuils, actionnés à la main, l'en écartent prudemment. Un coup de sifflet. Un geste. La masse d'acier effectue son voyage aérien avec une rigoureuse précision. Les alvéoles que l'on distingue sur le pourtour de ce tronçon recevront les extrémités des arcs de la sphère. Pièces très compliquées, réalisées en acier spécial, elles ont fait l'objet de soins particuliers. Leur soudure notamment, comme celle d'un certain nombre d'autres éléments d'édifice, ont été soumises à de rigoureux contrôles radiographiques. Entre ciel et terre, sur ces petites passerelles suspendues le long du mât, les monteurs boulonnent les tronçons de l'énorme cylindre. Le vertige, ils l'ignorent superbement. On montait les boulons dans des caisses, avec un treuil. Cette caisse se trouvait à la sphère centrale, on avait déchargé les boulons, et justement ce jour-là, nous étions avec le copain, avec Salut. Il voulait tourner un plan de l'ouvrier, n'est-ce pas, qui se penchait au bord et qui faisait comme ça, n'est-ce pas, avec le pouce, pour indiquer à l'ouvrier était au treuil, qu'il pouvait redescendre la caisse. Mais nous, c'était simplement pour le filmer, mais l'ouvrier en bas a cru, n'est-ce pas, que c'était réellement pour ça, et il a fait partir la caisse. Mais bon, il a failli partir avec la caisse aussi. Hein. En bas, la première sphère, presque terminée, reçoit sa parure d'aluminium, brillantée par électrolyse. La conception de ce revêtement sphérique est sans précédent dans le monde. Le couturier de ces dames l'espère
a composé leur robe éblouissante de 48 fois 15 triangles sphériques, aux petites mains qui sont, ma foi, de bonnes grosses pattes, de se débrouiller avec ce puzzle. Le premier des 3 bipodes sort de l'usine, en pièces détachées, bien entendu. Mais quelle pièce! Cette poutre triangulaire est longue de 40 mètres et pèse 45 tonnes. Son transport est un exploit. Des wagons qui l'ont porté jusqu'à la sortie de l'usine, on l'a fait glisser sur les plateformes du train routier. Monstrueux reptile qui ne se risquera dans les rues de Bruxelles qu'à la nuit close et en suivant un itinéraire mûrement étudié. Les 3 bipodes, ces supports formés de 2 pieds, seront placés sous les 3 sphères latérales inférieures. Tous les éléments du premier bipode atteignent le Heysel le 1er juin 1957. Son assemblage demandera 15 jours de travail. Nous sommes à 9 mois de l'ouverture de l'exposition universelle. Les entretoises sont boulonnées. Ces pièces de liaison sont placées entre 2 grandes poutres triangulaires. Celles-ci supporteront des paliers d'un escalier de plus de 200 marches qui permet d'accéder aux sphères latérales. À la base de chaque bipode, une bille d'acier servira de rotule d'articulation. Elle devra supporter des charges de 700 tonnes. Il ne faudra qu'1 heure pour mettre en place le premier bipode. L'ossature principale des 3 sphères latérales inférieures est composée de 12 demi-arcs qui se réunissent en une couronne. Cette infrastructure caractéristique portera le nom de diamant. Il n'y a pas eu d'accident? Non, justement, j'allais vous le dire, il n'y a rien du tout comme accident. C'est extraordinaire parce que, vous savez, les ouvriers qui ont fait ça, ce sont vraiment des acrobates, hein, oui, qui sont aussi attachés, oui, voilà leur ceinture de cuir. Vous voyez la grandeur du boulon. Et ça, c'est un tube avec les joints en caoutchouc, je crois, qui sont autour. Il y avait des grands joints là autour. Sans attendre que les 3 sphères intérieures soient terminées, les monteurs accrochent à la colonne centrale les 12 grands arcs d'acier qui forment l'ossature de la sphère centrale. C'est l'heure de la pause. Les ouvriers descendent, tels des pucerons de cette gigantesque fleur d'acier. Ça, c'est l'heure du midi. Ce sont les ouvriers qui descendent et qui descendent le long des câbles. Bon, c'était défendu, mais enfin, bon, ils gagnaient 10 minutes comme ça, hein, pour aller casser la croûte. Regardez bien les superbes images composées par l'œil d'un artiste. Une vue étonnante. Les bâtiments de la Belgique joyeuse en construction saisis au travers des échafaudages de l'atomium. Mieux que des mots, les prises de vue de qualité, un sens remarquable du reportage et de la réalisation témoignent du talent de ces cinéastes non professionnels. Au fait du mât central, on met en place le treuil de l'ascenseur. Les demi-arcs de la coupole des 3 sphères inférieures sont solidarisés par un ensemble de poutrelles légères, cintrées, destinées à recevoir les points d'appui du revêtement en tôle d'aluminium brillant.